Bien, écoutez, puisque vous nous faites l'amitié, l'honneur d'être là et d'être là à l'heure, voire en avance, nous allons commencer à l'heure. D'autant plus qu'une longue après-midi nous attend. Nous avons déjà eu le plaisir ce matin d'accueillir les directeurs de centres et les présidents des associations de gestion et puis certains d'entre vous pour le séminaire annuel des directeurs de centres. Et aujourd'hui, cet après-midi, donc c'est une séance ouverte au public avec l'intervention d'un très grand nombre de professeurs du CNAM et je les remercie d'avoir tous répondu présents et d'avoir tous donné des sujets qui s'annoncent passionnants pour cet après-midi consacré au CNAM, lieu de mémoire où s'invente notre avenir. Alors ce que je voudrais vous dire en guise de propos introductifs, c'est que vous le savez tous, Henri Grégoire est une référence au CNAM. Il a même, pourrait-on dire, été un guide pendant 230 ans. Et les générations successives, tous nos prédécesseurs s'en sont emparés et en réalité, ils l'ont interprété chacun à leur manière. Si bien qu'ils ont fait évoluer le conservatoire bien au-delà de ce que Grégoire aurait pu imaginer. Et aujourd'hui, le CNAM est un lieu de recherche technologique, de recherche en sciences sociales également. C'est un lieu de diffusion et de transmission des savoirs. C'est un lieu de formation professionnelle, technique et supérieure et de formation tout au long de la vie. Ce n'était pas le cas en 1794 puisque, vous le savez, les premières chaires d'enseignement ont été créées en 1819, ce qui a aussi profondément fait évoluer le CNAM. Il y a eu tout au long des siècles des évolutions ambitieuses, même spectaculaires. Je songe par exemple à la mise en place de la salle des machines en mouvement entre 1850 et 1884. Il faut imaginer la nef de l'église dans le musée transformée en grande salle des machines mécaniques et des machines à vapeur dans laquelle les artisans, les industriels pouvaient venir réaliser des essais, tester des inventions. Et ce laboratoire, bien sûr, a inspiré des pédagogies nouvelles que nous utilisons toujours au CNAM. On peut y voir finalement l'ancêtre des Fab Labs. L'identité du CNAM a profondément évolué aussi au tournant du 19e et du 20e siècle, avec l'émergence de la question des sciences de l'homme au travail. Et cela a concouru à faire des sciences sociales un sujet majeur au CNAM. Et il faut remonter au tout début du XXe siècle, lorsqu'un ministre de l'Industrie, Alexandre Mirand, à son initiative, donc, va inciter le conservatoire à mettre en place des conférences sur la prévention des accidents de travail. C'est aussi l'époque où, pour les juristes, se développe la responsabilité sans faute du fait du développement du machinisme et des accidents de travail qui n'étaient pas forcément liés à la faute de l'employeur. Et c'est pour ça que s'est développée cette responsabilité sans faute qui permettait aussi d'indemniser les victimes des accidents de travail. Le conservatoire a donc mis en place ces conférences qui avaient pour but, un but très pratique, donner des conseils aux ouvriers et aux chefs d'entreprise pour limiter les accidents du travail. Et en 1905, apparaît le premier cours sur l'hygiène industrielle. Ce cours devient ensuite une chaire en 1912. Et par la suite, le champ d'action du CNAM s'étend à la psychologie du travail, à l'orientation professionnelle, à la sociologie du travail durant les 30 Glorieuses. Il y a eu beaucoup d'autres évolutions, beaucoup d'autres transformations. Mais par-delà toutes ces transformations, il y a peut-être une constante que l'on peut relever dans l'histoire du CNAM. C'est le fait que le CNAM soit toujours à la pointe des sujets, qu'ils soient industriels, économiques ou de société. Et si vous parcourez la longue liste des intitulés des chaires du CNAM depuis 1819, vous vous rendrez compte de l'étendue incroyable du champ d'intervention des professeurs du CNAM et du CNAM au fil de son histoire. De l'industrie textile aux machines agricoles, de la chimie des couleurs à la comptabilité, etc. Et chacune de ces histoires laisse une trace, à la fois au CNAM, mais aussi dans la société. Assez souvent, nous retenons
du CNAM son rôle très actif dans la révolution industrielle et nous oublions parfois son action multiforme au XXe et au XXIe siècle. Un exemple, le CNAM très tôt s'est saisi de l'informatique. Il l'a fait de manière discrète. On ignore assez souvent que des réseaux numériques ont été déployés au CNAM. Ils étaient venus des États-Unis et connectés au reste du monde par un centre à Amsterdam dès les années 1970. Et ces réseaux ont constitué ensuite la colonne vertébrale des premiers pas d'Internet sur le territoire français. D'une certaine façon, on peut donc dire qu'Internet est entré en France par le CNAM. Peut-être que je refais un petit peu l'histoire, vous me direz. Mais ce qui caractérise le CNAM depuis 230 ans, c'est que c'est un conservatoire des innovations. Son musée en témoigne, son patrimoine archivistique, sa bibliothèque. C'est aussi un lieu de réflexion sur les processus d'innovation, sur les politiques de recherche et d'innovation. C'est aussi un lieu de critique constructive, un lieu de fabrique de l'innovation. Et aujourd'hui, tout cela prend une importance considérable avec les enjeux de transition énergétique, écologique et numérique. Sur tous ces sujets, l'émergence de l'intelligence artificielle est essentielle et son impact sur la société est crucial. Et ces sujets sont saisis par nos différents laboratoires, à commencer par le laboratoire d'informatique, le CEDRIC, mais aussi, bien sûr, par tous les laboratoires dans le domaine des sciences sociales. Et puis, en 2024, nous célébrons non seulement les 230 ans du CNAM, mais les 100 ans du premier diplôme d'ingénieur au CNAM. Donc, cela signifie plus d'un siècle d'existence d'une école d'ingénieurs, avec une singularité dans le paysage de la formation des ingénieurs, une formation au plus près de l'univers technologique et des entreprises. Là encore, c'est un héritage que le CNAM se doit de préserver en formant les ingénieurs d'aujourd'hui et de demain sans perdre son identité. Et puis, pour finir, il y a ce déploiement du CNAM bien au-delà de l'établissement public à Paris. Ce déploiement dans les territoires, grâce au centre CNAM, ici présent, en région, en Outre-mer, à l'étranger. Enfin, toujours dans ce déploiement, il y a aussi cette spécificité du CNAM qui, très tôt, a dispensé des cours à distance. Dans les années 1960 a été lancée la première expérience nationale d'enseignement télévisé, baptisée TéléCNAM, et entre 1966 et 1974, sur les chaînes de l'ORTF, des émissions diffusées depuis les amphithéâtres du CNAM ont renouvelé la réputation du CNAM, décuplé sa reconnaissance à travers tous les petits écrans dans les foyers français. L'expérience s'est arrêtée, elle était très coûteuse, elle s'est arrêtée en 1974, mais elle a été en quelque sorte revivifiée par les outils numériques dans les années 90, avec des plateformes numériques de formation. Et puis, il y a une dizaine d'années, le CNAM a su prendre en marche l'engouement pour les MOOC, avec une mise en œuvre volontariste qui a fait du CNAM l'un des principaux producteurs de MOOC sur la plateforme Fun aujourd'hui. Tout dernièrement, toujours dans l'innovation pédagogique, nous nous sommes fait connaître pour commencer à déployer des micro-certificats et faire preuve, là encore, d'ingénierie pédagogique, puisque nous sommes le premier établissement supérieur d'enseignement professionnel et d'enseignement tout court à le faire. Pour terminer, je voudrais dire combien il est important que le CNAM garde la trace de son histoire. J'ai souhaité que pendant ces cérémonies des 230 ans, nous nous projetions vers l'avenir. Mais célébrer 230 ans, c'est aussi s'appuyer sur ce passé si riche. Et si nous pouvons le faire, c'est aussi parce que des chercheurs du CNAM, à l'occasion du bicentenaire du CNAM, ont pris en charge et renouvelé ce travail sur l'histoire de l'établissement au sein d'un laboratoire dédié, le laboratoire de l'histoire des techniques et, comme je n'ai pas le nom complet, la suite m'échappe, mais HT2S. Nous avons beaucoup d'acronymes au CNAM et vous voyez, cela joue parfois des tours. Et depuis 10 ans, les chercheurs de ce laboratoire publient les cahiers d'histoire du CNAM
cahiers qui sont passionnants, qui sont accessibles en ligne et dont je vous recommande beaucoup la lecture. Et certains d'entre vous se sont vus remettre un sac avec un exemplaire des cahiers. Vous avez beaucoup de chance si vous l'avez eu, donc lisez-le. Pour terminer, je voudrais dire que non seulement nous fêtons aujourd'hui les 230 ans de cette maison et que ce n'est pas un établissement figé, vous l'avez compris, bien au contraire, mais que nous sommes dans un moment crucial pour nous projeter vers l'avenir, ce que nous avons commencé à faire ce matin en lien avec la rectrice déléguée à l'enseignement supérieur, qui nous a fait l'amitié de sa présence ce matin, en nous disant ce que notre ministère de tutelle, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, attendait des établissements d'enseignement supérieur, notamment avec la négociation des contrats d'objectifs, de moyens et de performance. Et ces commémorations sont aussi l'occasion de mieux nous connaître, pour mieux nous comprendre, mieux comprendre notre histoire et mieux saisir notre avenir. J'ai maintenant le plaisir d'appeler à mes côtés toutes celles et ceux qui vont intervenir cet après-midi, avant l'intervention à 17h30 du préfet de Paris, préfet de la région Île-de-France, puis de notre présidente du conseil d'administration, Madame Florence Parly, et enfin du ministre délégué à la ministre de l'Éducation nationale, Alexandre Portier, qui nous fait l'amitié lui aussi de sa présence et qui nous parlera d'orientation et de réorientation. C'est évidemment l'une des grandes caractéristiques du CNAM. Voilà, alors je propose que nous procédions en deux temps et Marc Imbert, Gaël Aubin, Laurent Sartman et Lucie Marinier. Voilà, si vous pouvez venir. Et puis, un peu plus tard, nous aurons les autres intervenants. Vous avez tout dit, Madame l'administratrice générale, et c'est formidable, parce que comme ça, nous pouvons embrayer directement sur les sciences industrielles et technologiques au CNAM, qui sont, malgré la création si variée des 3 premières chaires, l'un des éléments de la réflexion initiale. Alors, en une quinzaine ou une dizaine de minutes, je voudrais vous montrer comment, dans notre histoire, nous sommes un peu passés des disciplines aux métiers, et peut-être aujourd'hui des métiers aux transitions. Comment ces éléments, en tout cas, s'inscrivent en filigrane dans l'innovation de notre offre en sciences industrielles et technologiques. Bien sûr, tout commence à la Révolution française avec les mots connus sur le CNAM, perfectionnant l'industrie nationale, le rapport de Grégoire, le rassemblement de dessins, outils, objets, machines, descriptions, livres, utiles aux arts et métiers, et la façon d'enseigner l'art de s'en servir, avec cet objet que j'ai extrait des collections du musée, qui m'est si cher, que vous ne reconnaissez sans doute pas, mais qui est une montre japonaise, une horloge japonaise qui a la particularité de diviser le jour et la nuit en 12 heures, quel que soit le moment de l'année. Donc avec des heures qui varient, le jour, l'été, l'hiver, ceci, quelque chose de fantastique. Donc des objets utiles aux arts et métiers. Et vous l'avez dit, en 1819, la création des 3 premières chaires sur des disciplines. L'économie, la mécanique, on dit appliquée aux arts, mais c'est la mécanique, avec Dupin, la chimie, avec Nicolas Clément, Jean-Baptiste Say, Nicolas Clément, Charles Dupin, qui tous les 3 sont restés au travers de lois qui sont des lois fondamentales de leur discipline. Alors, je vais vous parler un peu sans doute de celui qu'on connaît le moins, qui est Charles Dupin. Et pourtant, c'est celui qui, des 3, est resté le plus longtemps au CNAM, puisqu'il est resté sur une chaire de 1819 à 1873. Alors, il faut dire que dans les dernières années, les 9 ou 10 dernières années, il payait un professeur remplaçant pour faire ses cours sur ses deniers personnels, parce que sans doute, il était un petit peu trop avancé dans l'âge et des éléments. Et c'était à la fois un savant, déjà membre de l'Académie des sciences quand il est entré au CNAM, un professeur et un politique, détail que nous ne mentionnerons pas trop ici. Un savant connu au travers des cyclides de Dupin, toujours aujourd'hui employés en conception assisté par ordinateur, au travers des indicatrices de Dupin en mathématiques, qu'il avait découvert au travers de son travail comme ingénieur du génie maritime pour l'importance de la construction des coques des navires. Enfin, d'un théorème connu de tous les lycéens français scientifiques sous le nom de théorème de Malus, qui en fait est le théorème de Malus-Dupin, mais comme on dit, il a mal vendu les trucs, et c'est resté le théorème de Malus, qui gère la propagation des rayons optiques. Et c'est un homme
très innovant pour notre établissement. D'abord, l'un des premiers à avoir fait des enseignements en sortie d'atelier, c'est-à-dire en cours du soir. L'un des premiers à avoir voulu disséminer ses cours en région par le réseau des polytechniciens. Il en avait mis plus d'une centaine à profit dans 100 lieux d'enseignement, plus d'une quarantaine à profit, répéter ces enseignements et les adapter. Enfin, par la participation au CNAM et bien entendu l'alimentation derrière de notre musée vivant des arts et métiers, pour le pilotage d'expositions industrielles à Paris, à Londres et ensuite le suivi de celles-ci, si importantes, ces expositions universelles, pour développer nos différents éléments. On lui doit aussi des innovations dans le champ social. C'est le premier auteur des cartes, alors je fais toujours attention, choroplètes. Les cartes choroplètes, ce sont ces cartes qui nous sont si familières, où l'on représente les différentes parties de la carte en couleurs différentes, suivant les attributs que l'on veut leur donner. Ben, c'est une invention CNAM, c'est une invention de Dupin, cette affaire-là. Et celle qui est représentée ici, c'est l'effort concernant l'éducation populaire en France, le niveau de formation d'éducation populaire en France, dans les différentes régions, avec l'endroit où il faut déployer les efforts. Il a créé et contribué à créer, pendant tout ce XIXe siècle, comme vous l'évoquez, énormément de structures au sein du CNAM. Et voici un peu les héritiers, en termes d'intitulé de chaire, que l'on peut lui assortir. De la mécanique, mais les fabrications, les essais mécaniques, les structures, la mécanique des structures, la construction, les matériaux et derrière les matériaux, comme vous l'évoquiez, la chimie tinctoriale, les éléments de ce genre, le machinisme, la robotique et derrière la robotique, tous les éléments qui concernent le contrôle-commande et ses défauts, la thermique, l'électromagnétisme. Enfin, bien entendu, au départ, il était mathématicien, sa chaire a évolué dans son intitulé 3 fois pendant son séjour au CNAM, le calcul scientifique, l'aérodynamique, la géométrie, peut-être même un peu la métrologie, nous devons à Dupin beaucoup de choses. Voilà, si vous voulez, cette figure que je voulais illustrer pour montrer combien, dès le XIXe siècle, on est dans cette logique d'innovation, à la fois sur les méthodes, les façons d'enseigner, et également les thématiques pour passer des disciplines aux métiers et aux champs de métiers. Alors, arrivons vite aujourd'hui. Les métiers, dès qu'on parle métiers, ça renvoie à nos filières professionnelles. Et les filières, le Conseil national de l'industrie a fait un très gros travail à ce sujet, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une quinzaine, même pas, 7 ou 8 ans, une dizaine d'années, moins d'une dizaine d'années. Et nos équipes pédagogiques nationales, aujourd'hui au CNAM, sont organisées autour de ces filières. Filières métiers, pour la plupart d'entre elles, avec 3 objectifs. D'abord, animer des équipes souvent recrutées sur des logiques de discipline. Accueillir les professionnels des filières d'aujourd'hui qui, pour s'identifier, doivent imaginer qu'on s'adresse à eux dans leur champ de métier respectif, donc avoir une appellation de métier forte. Mais aussi être capable de déployer les formations qui préfigurent le futur. Et préfigurer le futur, c'est peut-être transcender ces filières, c'est peut-être aller au-delà du développement dans ces filières professionnelles tellement bien définies et arrêtées par le Conseil national de l'industrie, d'une façon ou d'une autre. Ne croyez pas que l'innovation s'est arrêtée au XIXe siècle en sciences et techniques industrielles. Nous ne représentons plus aujourd'hui qu'un gros quart des élèves du CNAM, contre 90% peut-être au tout début du XIXe siècle. Un gros quart, mais un gros quart important, un peu moins d'un tiers, un petit tiers, on va dire, y compris les sciences, technologies de l'information et de la communication. Donc ça vous donne une idée de ceci. En revanche, toujours on se sent ingénieur par an, avec un seuil qui est passé dans les méthodes de formation entre le cours du soir, le hors-temps de travail plutôt, et l'apprentissage, puisque les courbes se sont croisées il y a 2-3 ans et maintenant nous faisons davantage d'ingénieurs en apprentissage qu'en hors-temps de travail. Mais autour de métiers, des certifications nouvelles. Le CNAM a été le premier à donner un certificat pour une fonction et un métier qui paraît aujourd'hui tellement évident qu'elle devient presque désuète et répartie, qu'est le métier de webmestre. Premier pour accueillir de nouveaux publics. Vous évoquiez les bacheliers professionnels autour de l'école Vaucanson. Qui leur offre vraiment quelque chose aujourd'hui dans le monde de l'enseignement supérieur? Premier à développer autour des MOOC, mais aussi des méthodes nouvelles, le jeu sérieux, avec notamment la création de notre école à Angoulême, sur l'Engmin. Premier sans doute à faire, dans les endroits où l'enseignement supérieur n'est pas présent, un partenariat étroit avec les territoires.
dans tout ce qui était les villes moyennes, autour d'actions soutenues par la puissance publique, cœur de ville ou au cœur des territoires. Premier, enfin, à développer des transversalités autour de la recherche et à faire vivre véritablement pour des objectifs situés dans le domaine même de la recherche. Alors ce que j'ai appelé ici l'XXX disciplinarité, pour ne pas dire la pluridisciplinarité, l'interdisciplinarité, la transdisciplinarité, que sais-je encore. Je me souviens d'avoir débattu à Bruxelles en multilingue pendant un après-midi entier autour de ces thématiques-là. Je ne vous cache pas que je suis rentré le soir à Paris un petit peu contrit. Mais bon, disons le croisement des disciplines. Les métiers au cœur du croisement des disciplines. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on n'est pas en train, avec le besoin de réindustrialiser le pays autour des sciences industrielles et technologiques, de devoir transcender et dépasser ces logiques de filière? Je crois que la prise de conscience est véritablement réelle dans ce domaine. En effet, la plupart des produits d'aujourd'hui ne sont plus fabriqués au sein d'une filière homogène, au sein d'un seul pays, d'un seul lieu ou d'un seul élément. Et c'est vraiment autour d'un tissu qui est un tissu industriel à faire émerger, faire renaître, faire innover, évidemment, mais pas seulement autour d'innovations de rupture, que l'on peut dépasser ces différents points. Alors, le CNAM y est présent, et y est présent autour de ces écoles thématiques dont vous entendez parler, mais qui sont sans doute la manifestation de cette transversalité autour des transitions. Vous les avez cités, l'écologie, le numérique, la santé, l'énergie. Mais ce sont des éléments qui figurent dans les clés de la réindustrialisation. Alors, peut-être vous allez juger mon propos polémique, mais rebondissons sur l'actualité. Olivier Leonsi, chargé d'un rapport au cours du printemps, rapport non publié pour des tas de raisons, notamment les péripéties politiques sans doute du gouvernement, a publié quasiment celui-ci dans un livre qui est paru dans les 3 dernières semaines. Je vous rassure, je ne l'ai pas lu en entier. En revanche, j'en ai lu quelques recensions et j'ai eu le plaisir de le feuilleter. On y dit qu'il est indispensable de développer les questions d'énergie décarbonée, sinon nous n'y arriverons pas. On est bien dans notre école des transitions énergétiques et de cette prise de conscience. Qu'il faut valoriser les territoires, leurs technologies innovantes présentes et pas seulement l'innovation de rupture. On est bien dans la capacité du CNAM à faire cela. Qu'il faut maîtriser l'ingénierie des systèmes complexes. Qui mieux que le CNAM, avec son XXX disciplinarité, peut permettre cette formation qui va apporter cette maîtrise à nos futurs cadres techniques et scientifiques. Enfin, qu'il faut renforcer l'attractivité, réelle ou non réelle, des métiers industriels au travers de la certification, de la diplomation et de la capacité à en prendre conscience. Avec un besoin d'effort de formation dans nos domaines qui est considérable et qui donc crée une véritable opportunité pour notre établissement. Voilà où nous en sommes. Le CNAM peut être au rendez-vous de ces défis industriels, technologiques et sociétaux, quelque part, du pays, au travers du développement des sciences industrielles et des technologies correspondantes. Alors je vous disais, un gros quart, un petit tiers des élèves, oui, je vous rappelle quand même que la proportion d'emplois industriels en France, on est plutôt à 10% actuellement, avec l'ambition de passer à 13, 12, peut-être 15 plus tard. Donc on est déjà bien au-dessus de cette proportion telle qu'elle peut être appréhendée, et on va continuer à le faire. On va continuer à avancer dans ce domaine-là. D'autant que, c'est peut-être un scoop pour un certain nombre de personnes dans la salle, après l'année de la physique, dont vous avez entendu parler il y a quelques années, l'année de la chimie, dont vous avez entendu parler il y a quelques années, eh bien, le CNRS et l'Académie des technologies envisagent, et très sérieusement, de faire pour 2025-2026 l'année de l'ingénierie. Et je crois vraiment que notre établissement a toute sa place à prendre dans ce développement. Voilà, je vous remercie de votre attention.